Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, procédé ce mardi 23 juillet 2024 à la clôture du séminaire gouvernemental qui a débuté le dimanche 21 juillet. Suivez l'extrait du discours du chef de l'État lu par la chef du gouvernement, choisi ici par Gisèle Eto. À la fin de ce séminaire gouvernemental, et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses, échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement. Et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Lors de mon discours d'ouverture, j'ai rappelé l'importance de ce séminaire dans le contexte actuel de notre pays. Le thème retenu pour ces assises, c'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale, résonne profondément en moi. En tant que serviteurs de la nation, nous avons la responsabilité et l'impérieux devoir d'offrir de nouvelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité à notre peuple. Cela ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec une motivation sincère envers nos concitoyens. Aujourd'hui, après ces jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, où vous avez pris le temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent et d'affiner votre compréhension des engagements que j'ai pris envers nos concitoyens, il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire n'est que le début d'un processus continu de renforcement de notre gouvernance. Début ce mercredi 24 juillet du procès contre Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo et ses complices, un procès qui s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison perpétrés dans la partie est de la RDC. C'est ce qui ressort du communiqué signé par le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. Suivez les réactions des politiques à ce sujet au micro de Junior Bolafa et Moron Djambé. C'est le communiqué officiel du ministre d'État de la Justice et Garde du Sceau, Constant Mutamba, qui l'a annoncé. L'ouverture ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de la Gombe du procès contre Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC et ses complices. Ce procès, qui s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et de haute trahison perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo, suscite des réactions au sein de la classe politique. C'est une décision qui peut être prise de deux façons, parce que, évidemment, on doit ouvrir un procès contre Corneille Nangaa qui n'est pas sur place. Bon, c'est peut-être dans le sens de décourager aussi quiconque serait tenté d'aller dans la même aventure, hein, parce qu'on dit toujours à travers celui que l'on pend, on vise tous ceux qui lui sont chers ou tous ceux qui sont de la même race.
Mais sinon, moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer par juger ceux qui sont déjà aux arrêts ici, et que c'est en ce moment-là que ceux-là, que si jamais ils prouvaient combien ils ont été envoyés par Corneille Nangaa, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont déclarer. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour qu'on commence à sanctionner et sévèrement et de manière très efficace toute personne qui emboîterait les pas d'aller vers la rébellion. Vous savez qu'après Hassan City, nous nous sommes dit que l'unique moyen pour accéder au pouvoir reste les élections. Mais il y a encore d'autres compatriotes qui ont des velléités d'aller dans les rébellions pour commencer à mettre pression sur le gouvernement, de chercher des dialogues, des négociations pour qu'enfin ils puissent accéder au pouvoir. Nous sommes un État qui se veut de droit, et un État de droit est celui qui respecte le texte et qui les fait appliquer. Alors aujourd'hui, il y a un procès qui doit être initié à l'encontre de M. Corneille Nangaa. Et quand vous regardez les griefs, le reproché, c'est que c'est rébellion et terrorisme. Ce sont des faits qui sont prévus dans le code pénal congolais et punis en tant que tels. Alors lui, étant congolais, lorsqu'il commet des infractions, eh bien, il doit être poursuivi par la loi, jugé, condamné, au besoin même subir la rigueur de la loi, parce que c'est un acte de haute trahison. Alors nous sommes dans un pays démocratique, ce qui veut dire que les compatriotes qui décident de passer par autre manière que celui de passer par les voies normales pour avoir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir, doivent répondre de leurs actes. Parce que vous êtes sans ignorer que ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui ne fait pas la joie des Congolais. Alors qu'au sein de ces mouvements rebelles, il y a ces Congolais qui se permettent de se rebeller contre leur propre pays. Mais évidemment, il faut aussi être ici responsable pour voir quelles sont les raisons principales qui poussent ces compatriotes à aller vers les décisions radicales, n'est-ce pas, à pouvoir rejoindre des mouvements rebelles pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Jean Bosco Baala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a été révoqué de ses fonctions, ceci après avoir participé à une rencontre controversée à Entebbe en Ouganda. La décision a été annoncée par la porte-parole de la présidence de la République, Tina Salama, sur la télévision nationale. Regardez. L'ordonnance numéro 24/069 du 22 juillet 2024 portant révocation d'un membre de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. La révocation du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Jean Bosco Baala, fait notamment suite à son déplacement à Kampala. Il est notamment accusé d'avoir entrepris des contacts avec le groupe rebelle de l'Alliance du Fleuve Congo, une approche qui va à l'opposé de la décision du chef de l'État qui avait insisté que la RDC n'y va négocier avec le rebelle, mais plutôt avec le Rwanda qualifié de pays agresseur. Et révoqué de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne ci-après. Messieurs Baala Okwibale Loucheke Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le porte-parole du gouvernement Patrick Moyaya a confirmé qu'aucune personne n'avait été mandatée pour des discussions avec les terroristes du 1-23 à Kampala. Il a réaffirmé que la RDC ne tiendrait aucune rencontre en dehors du cadre du processus de Luanda. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde du Sceau pour doter toutes les institutions du pays de leurs sceaux officiels, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Suivez.
Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Donc je tiens, Excellence, Messieurs les ministres d'État, à vous remercier de la promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête. Merci d'avoir fait bon usage. Merci. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu son premier conseil de sécurité le lundi 22 juillet à l'hôtel de ville de Kinshasa. En effet, au cours de cette rencontre, Daniel Bumba est revenu sur la recrudescence du banditisme urbain et les embouteillages dans la capitale. Il a pour ce faire instruit les différents responsables, surtout des services de sécurité, pour éradiquer ces phénomènes qui mettent en mal la quiétude des Congolais. Pour sa part, le commissaire provincial de la police nationale congolaise se dit résolument engagé à mettre en œuvre toutes les mesures et instructions données par le gouverneur. Il n'y a actuellement de regain de Covid-19 en RDC, affirme le ministre honoraire de la Santé et député national Jean-Jacques Mbungani. Il s'agit plutôt des virus respiratoires avec des syndromes grippaux qui contaminent plusieurs personnes au pays depuis bientôt 2 à 3 mois. Il ne s'agit pas non plus de la grippe saisonnière. Jean-Jacques Mbungani répondait aux questions de Eric Ambago sur Top Congo. Depuis quelques mois, il y a un regain de Covid-19 au niveau mondial. Vous avez suivi que plusieurs pays ont notifié une hausse des cas Covid-19, surtout en Occident et en Arabie, particulièrement en France, en Belgique, aux États-Unis, donc tous les pays qui sont en contact direct avec la République démocratique du Congo. Tout récemment, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le pèlerinage à la Mecque, on a noté des cas d'augmentation des Covid-19 dans ces pays. Quelques pays africains, dont le Sénégal, le Cameroun, la RDC, appellent à la vigilance par rapport à cette maladie. Donc, en gros, il y a un regain de Covid-19 au niveau mondial, au niveau de l'Afrique, et également, nous craignons que cela puisse atteindre notre pays. Mais il faut rapidement préciser et rassurer nos populations qu'il y a une étude qui est faite ici en RDC, c'est la surveillance sentinelle de la grippe, des syndromes grippaux et de la Covid-19. Sur les 4 sites sentinelles en République démocratique du Congo, je peux rappeler qu'il y a un site à l'hôpital de référence Exo-Meimo, un site à l'hôpital pédiatrique Kalembe, un site au centre hospitalier de Kingasani et un autre site à l'hôpital de référence de la Kenya au Katanga. Lorsque on prend les données
des sites sentinelles de surveillance de la grippe, des syndromes grippaux et de Covid, quand on étudie les 502 échantillons, ici au niveau de l'INRB, on trouve que la majorité des cas étaient des virus respiratoires aigus sévères et que simplement 18 cas étaient des virus liés à la grippe, donc le virus influenza, et 8 cas des virus du SARS-CoV-2, le virus de la... Polémique autour des conditions carcérales en République démocratique du Congo après les vidéos diffusées sur les chaînes étrangères suscitant la réaction du ministre d'État de la Justice. Interrogé à ce sujet, l'acteur de la société civile Jean-Fidèle Boyo d'indiquer que le problème n'est pas la fréquence alimentaire, mais plutôt la qualité et la quantité des aliments qui influent sur la santé. Suivez-le au micro de Junior Bolafa. En tant qu'acteur de la société civile émergence du Congo, j'ai suivi les interventions des uns et des autres sur la déclaration du ministre de la Justice qui confirme que nos prisonniers mangent 2 à 3 fois ou même au-delà de ça, si on peut comprendre de cette manière-là. Mais personnellement, je dis le problème, c'est pas la fréquence alimentaire. Le problème, c'est la qualité et la quantité alimentaire. On peut manger une seule fois, mais si la quantité et la qualité est acceptable, ça va influencer la santé. Et bien, autre chose aussi, pour comprendre ou trouver la vérité sur cette déclaration, il faut évaluer l'état de santé de ces prisonniers. C'est ça l'indicateur qui va nous aider à comprendre que la quantité et la qualité alimentaire de nos prisonniers est favorable à la santé ou pas. Nous devons évoluer. C'est pas la fréquence qui compte en d'autres termes, comme j'avais dit, mais c'est plutôt la quantité et la qualité. En société, coup des projecteurs sur le défrisant artisanal, communément appelé Zazu. Initialement conçu pour défriser les cheveux, le Zazu est utilisé aujourd'hui pour d'autres fins, notamment le nettoyage des maisons. Cependant, de nombreuses femmes l'ont laissé tomber pour se donner aux défrisants importés. Le Zazu est un défrisant artisanal d'usage commun à Kinshasa. Il est fabriqué à la base du savon, de l'eau et de la soude caustique. La technique de fabrication est arrivée au Congo entre les années 1960 et 1970. Ce sont les migrants sénégalais qui l'ont introduit en RDC. Depuis 70, 73. Ce produit, initialement destiné à la beauté des cheveux, s'est révélé être un ingrédient pour l'entretien des maisons, répondant ainsi aux besoins des populations locales. Il est vendu à un prix abordable, accessible à toutes les bourses. Premièrement, pour nous sur le lango bakiv, na bakaro place mon soyi bo négligé qui est seulement ba noir, aux oiseaux poti ango ana outi qui quelques minutes, à produit brosse, na brosse kaya pamba au bandu ko nika. Du coup, place wana maman ils ont maman éclat. Bien que les utilisateurs louent l'efficacité de ce produit, le chimiste pense que cette utilisation n'est pas sans danger. Les utilisateurs n'arrivent pas à verser suffisamment d'eau pour éliminer tous les résidus du produit sur la surface, ce qui présente un danger pour la santé. C'est une utilisation erronée de ces produits, tout simplement parce que quand vous utilisez pour les cheveux, il y a un lavage sérieux après l'avoir utilisé. Mais quand on a lavé la maison, par exemple, on a utilisé ça pour nettoyer la maison, pour blanchir, généralement c'est pour blanchir les carreaux et autres, il y a un danger important. Est-ce que le nettoyage sera efficace? Et s'il reste des résidus, et vous avez des enfants qui vont venir balader dessus, ils peuvent lyncher les carreaux, et puis vous trouvez l'enfant peut se contaminer par ces produits-là. Donc c'est une utilisation erronée. Il y a des produits spécifiques qui sont destinés pour le nettoyage des carreaux et des maisons, et qui ont des résultats aussi probants. Donc c'est une utilisation erronée. Visiblement, le Zazu a encore des beaux jours devant lui. Les utilisateurs et les fabricants sont appelés à prendre des précautions pour préserver leur santé.
Constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, on en parle encore ce soir dans ce journal. Tenez sur l'avenue Nyanzu au quartier Bozindo dans la commune de Barumbu. Quelqu'un s'est permis de construire une maison d'habitation en plein milieu de l'avenue. Reportage Flori Mbenga. Les constructions anarchiques sont très visibles à Kinshasa. On y trouve des maisons construites sur des égouts d'évacuation, à côté des rivières et ruisseaux urbains, sur des vallées interdites, sans aucune norme urbanistique. C'est le cas ici sur l'avenue Nyanza, au quartier Mozindo, dans la commune de Barumbu, où quelqu'un s'est permis de construire en plein milieu de l'avenue. Une situation qui met en mal les habitants. Ndenge tokoli awa toyebeli awa Nyanza eza venu mais tozoka mwango lelo yo bato oyo kutu mosusu balaki wana bayaki kobuka bango mais après ça ekomi baye kodeloger lisusu oyo basalaki bazonga ekomi lisusu bandako o depuis 1970 basomba mais biso tomona ata mokolo moko te tomona mpe ata bruit moko te likambo moko te tozokamwa lelo oyo balobi oyo bango basomba soki depuis septembre. Bon, soi-disant un pasteur asala église bongo église yango na veni po eza veni Nyanza biso okola na biso tobeta bale kuna liboso le plus vite possible bata la situation po baluka moya ko dekanta yango po bate baza kolinga batomboka mais baza nano kosala kotomboka te bamona yango image yango bango moko baluka moya ko descendre même le gouverneur aya gouverneur oyo azali liboso ayaki tiao amonaka pesaka ordre bayaka babuki. L'autorité compétente est interpellée face aux conséquences qui en découleront, notamment des inondations, l'insalubrité, le raccordement anarchique du courant électrique, les difficultés d'approvisionnement en eau potable, la promiscuité des espaces vitaux intimes. En sport, parlant de la signature du contrat entre le joueur du FC Téloa, du FC Saint-Éloi Lupopo, Dieu béni Ndongala et le tout-puissant Mazembe, avec cette réaction du secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo, Dona Moulongoy, qui désapprouve cette démarche. Désapprobation et une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Dieu béni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Dieu béni Ndongala est sociétaire de Dijak, un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, qui avait été, lui, Dieu béni Ndongala, recruté à l'époque. Nous avions comme président du club le président Faustin Bokonda Balela. Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, même si maintenant on ne parle plus de définitif, mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Dijak est là, qui nous liait pour un transfert définitif. Dieu béni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats. Il est revenu à Lubumbashi sous le président Pascal Beveradji. Il a renouvelé le contrat qui est ici avec moi
Et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.